Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, à plus que quelques semaines avant les élections générales du 7 décembre 2024 au Ghana. À l'approche de l'échéance, le président Nana Akufo-Addo se montre rassurant en réitérant l'engagement du Ghana en faveur d'élections libres et équitables. Le Maroc a abrité les 21 et 22 novembre dernier une retraite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, avec pour thème le Conseil des droits de l'homme, la voie de l'avenir. La rencontre avait pour objectif de consolider l'efficacité de l'organe dans la protection des droits de l'homme. Et puis, on reste au Maroc avec l'inauguration ce samedi 23 novembre de l'Académie africaine des sciences et de la santé à Dakhla. L'institution est dédiée à la promotion de la recherche et du développement dans le domaine des sciences et la santé en Afrique. Mais tout d'abord, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique a organisé ce samedi 23 novembre à Mao, au Tchad, un forum sur le système électoral et la répartition des sièges. Cet événement qui a rassemblé des représentants de la société civile et des partis politiques visait à renforcer la compréhension des enjeux liés à la démocratie et aux élections au Tchad. Financé par l'Union européenne dans le cadre du projet ACT, ce forum s'inscrit dans une démarche plus large de soutien à la transition démocratique du Tchad. Des élections libres et équitables, un droit fondamental non négociable selon le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Des propos qu'il a tenus lors de la cérémonie de remise des diplômes à l'Académie militaire le 22 novembre dernier. À cette occasion, il a par ailleurs tenu à souligner l'importance du maintien de la paix et la stabilité à l'approche des élections générales du 7 décembre 2024. Il a notamment exhorté les forces de sécurité à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de neutralité pour garantir la sécurité du pays. Fatma Niang. Le président Nana Akufo-Addo a réaffirmé l'engagement du Ghana en faveur d'élections libres et équitables, soulignant que ce droit fondamental est non négociable. Lors de la cérémonie de remise des diplômes à l'Académie militaire du Ghana, vendredi 22 novembre 2024, il a insisté sur l'importance de maintenir la paix et la stabilité à l'approche des élections générales du 7 décembre 2024. Le droit des élections libres et équitables est non négociable et je m'engage à veiller à ce que la volonté du peuple prévale à chaque élection. Aucune ambition personnelle d'un politicien ou d'un parti politique ne viendra jamais mettre en péril la paix et la stabilité que nous, en tant que nation, avons durement construite et dont nous jouissons. En préparation de son départ de la présidence, Nana Akufo-Addo a réitéré son engagement à préserver la paix et les processus démocratiques au Ghana. Il a mis en avant les efforts de son administration pour renforcer la sécurité nationale, notamment par l'établissement de bases militaires à travers le pays. La paix du Ghana est une mission sacrée et je m'engage, au moment de quitter mes fonctions, à le faire dans le plus grand respect de nos processus démocratiques, en préservant l'avenir du Ghana pour les générations futures. Le président ghanéen a appelé les agences de sécurité à faire preuve de rigueur professionnelle et de neutralité pendant cette période cruciale. Il a également insisté sur l'importance pour les forces armées de rester constamment vigilantes et de s'adapter promptement aux défis sécuritaires. Rabat, la capitale marocaine, accueillait ces 21 et 22 novembre la conférence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les débats qui ont animé ce rendez-vous avaient pour objectif de mettre en lumière les principaux défis et enjeux auxquels la communauté internationale est confrontée dans les domaines de la promotion et la protection des droits de l'homme. Les discussions ont également tablé sur la mise en place de mécanismes pour rendre l'action du CDH plus efficace. Résumé dans ce sujet de Lefty Ono. Pour garantir une mise en œuvre plus efficace des droits de l'homme à l'échelle mondiale, le Conseil des droits de l'homme, CDH, entend renforcer la coordination entre ces instances à Genève, l'Assemblée générale des Nations unies à New York et les organisations onusiennes engagées dans le développement.
La retraite du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, tenue les 21 et 22 novembre 2024 à Rabat au Maroc, a permis, selon les organisateurs, d'examiner les mécanismes de coopération, d'analyser les failles et de proposer des orientations pour répondre aux attentes de la communauté internationale. Je suis convaincu que le Conseil doit construire beaucoup plus de ponts, surtout avec les agences spécialisées, les agences techniques. Je pense à l'OMS, je pense au BIT, je pense aussi à l'Organisation internationale des migrations, par exemple. Je pense à toutes les organisations, à l'UIT qui s'occupe des nouvelles technologies, parce que nous avons la responsabilité de promouvoir et de faire respecter les droits de l'homme, mais nous avons aussi la responsabilité de savoir très précisément de quoi nous parlons. La société civile, souvent considérée comme la conscience des droits humains, joue un rôle essentiel dans la défense des plus vulnérables. Cependant, pour accroître son efficacité, une collaboration renforcée avec les États et les organisations internationales s'impose. Il faut qu'on se le dise clairement, il n'y a aucun pays à travers le monde qui n'a pas de problème des droits de l'homme. Donc, des violations à quelque niveau que ce soit existent partout à travers le monde. Et la société civile, c'est la voie la plus importante partout à travers le monde qui peut apporter des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. On veut que le secteur privé puisse aussi être partie prenante, où ils le sont, mais un peu plus engagé aussi dans des échanges pour la promotion et la protection des droits de l'homme. À noter que cette retraite a permis de dresser un bilan des activités du Conseil des droits de l'homme de l'ONU depuis sa création le 15 mars 2006. Les participants ont également examiné les moyens d'améliorer la mise en œuvre des décisions du Conseil et d'envisager une réforme de son statut au sein du système onusien. Par ailleurs, lors de sa 19e séance plénière en octobre 2024, l'Assemblée générale des Nations unies a procédé au renouvellement de 18 des 47 membres du CDH. Ces nouveaux membres débuteront leur mandat de 3 ans à partir du 1er janvier 2025. En République démocratique du Congo, l'efficacité de l'état de siège en vigueur dans le Nord Kivu et l'Ituri fait l'objet de vives critiques. De nombreux observateurs et citoyens estiment que la mesure instaurée en mai 2021 par le président Félix Tshisekedi n'a pas apporté les résultats escomptés et certains réclament même sa levée. En effet, les attaques des groupes armés n'ont pas diminué et le nombre de victimes civiles et de déplacés est en constante augmentation. À cet effet, la première ministre Judith Suminwa s'est rendue à Goma ce vendredi 22 novembre dans le cadre d'une mission d'évaluation sur l'état de siège en vigueur dans les deux provinces. Le point dans ce sujet de Samantha Sabiro. L'état de siège instauré en 2021 en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces en proie aux groupes armés en République démocratique du Congo, n'a eu aucun effet sur l'insécurité endémique qui règne dans ces régions depuis bientôt 30 ans. La première ministre de la RD Congo, Judith Suminwa, est arrivée le vendredi 22 novembre 2024 à Goma pour une mission d'évaluation de l'état de siège en vigueur dans les deux provinces. On a demandé de faire cette mission parce que, comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des événements nouveaux, pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été fait. L'efficacité de l'état de siège en vigueur fait l'objet de vives critiques. De nombreux observateurs et citoyens estiment qu'elle n'a pas apporté les résultats escomptés. Instaurée par le président Félix Tshisekedi, cette mesure était censée intensifier les opérations militaires pour éradiquer la centaine de groupes armés qui polluent dans la zone. Cette mesure d'exception a même réussi l'exploit d'obtenir le résultat inverse. Le nombre de morts a augmenté. Plus de 4000 civils ont été tués depuis l'instauration de l'état de siège. Depuis qu'il a été instauré, nous n'avons vu aucun résultat concret. En tant qu'habitants, nous souffrons dans des camps de déplacés. Nous demandons qu'il soit levé. On a mis un gouverneur militaire, mais nous ne voyons aucune action significative de sa part.
Depuis 3 ans, la situation sécuritaire s'est donc constamment détériorée alors que l'état de siège était activé. Devant ces faibles résultats, le gouvernement a pourtant demandé au Parlement de proroger plus de 50 fois cette mesure qui devait être exceptionnelle et provisoire. Sans résultat sur le terrain militaire, l'état de siège a par contre fortement augmenté les restrictions de liberté en Ituri et au Nord Kivu. Toujours en République démocratique du Congo, un éboulement s'est produit ce samedi 23 novembre à Nyabibwe, dans la province du Sud Kivu. Un bilan des autorités locales fait état d'une dizaine de morts et 3 blessés. L'éboulement s'est produit dans les villages de Nkubi et Kanenge suite à de fortes pluies enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi. Les secouristes de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires ont entamé les fouilles pour retrouver les victimes aidées par des engins de l'armée congolaise. Portée par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, l'AASS, l'Académie africaine des sciences et de la santé, a été lancée ce samedi 23 novembre à Dakhla, au sud du Maroc. L'institution a pour objectif de promouvoir une coopération sud-sud fédératrice et mobilisatrice pour une souveraineté sanitaire sur le continent africain. Elle met également l'accent sur l'excellence dans l'enseignement des sciences de la santé en proposant des formations qui répondent aux besoins du continent. Philippe Akoa. Ce samedi 30 novembre 2024, la ville de Dakhla, au cœur du Sahara occidental, a accueilli des professionnels, enseignants, chercheurs du domaine de la santé pour l'ouverture de la nouvelle université africaine des sciences de la santé. Cet édifice, érigé sous l'impulsion de la vision du roi Mohamed VI, ambitionne de devenir une institution de référence en Afrique dédiée à la formation d'une élite médicale pour le continent. L'Académie africaine des sciences de la santé entend être un catalyseur de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. L'Académie sera un espace d'intelligence collective où experts, chercheurs et institutions se réuniront pour créer des synergies entre nos pays afin de répondre de manière plus coordonnée et plus efficace aux défis sanitaires de notre cher continent. S'étendant sur 47 hectares, ce campus ultramoderne intègre des salles de recherche, des laboratoires spécialisés, un amphithéâtre et un hôpital universitaire. Conçu pour accueillir 3000 étudiants et chercheurs, il symbolise l'engagement du Maroc en faveur de la richesse scientifique et de la lutte contre les épidémies. L'objectif est de former les médecins qualifiés venus des 4 coins de l'Afrique et d'avancer dans des domaines comme le développement des vaccins. À travers une multitude d'initiatives comme la formation de milliers de professionnels de santé africains, le déploiement de missions médicales spécialisées, le partage de ressources médicales stratégiques ou encore la construction d'infrastructures médicales sanitaires dans le cadre d'une solidarité active, le Maroc s'est toujours attelé à traduire une vision où la santé n'est pas seulement un enjeu national, mais un levier de développement humain et de cohésion régionale et continentale. L'Académie africaine des sciences et de la santé est résolument un symbole fort de cet engagement. Depuis la reconnaissance internationale croissante du Sahara occidental, le Maroc multiplie les projets pour transformer la région en pôle stratégique pour le continent. Avec cette université et des initiatives comme le port de l'Atlantique, Dakhla se positionne comme une ville de toutes les opportunités, renforçant ainsi le rôle du royaume dans le développement africain. Philippe Akoa, envoyé spécial à Dakhla au Maroc pour Africa 24. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.